Hello, hello Ness, ravie de te rencontrer, puis ravie de t'inviter sur le podcast. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots et je vais te poser plein de questions parce que je vois que tu as une expertise de dingue sur plusieurs domaines que tu vas nous expliquer, nous raconter tout ça. Écoute, Clara, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là, en tout cas, et j'ai hâte de répondre un peu à toutes tes questions. En deux mots, je suis Nesclé Pandy, je suis maman solo neuroatypique d'un jeune adulte, lui-même neuroatypique. Je l'ai offert avec beaucoup de générosité toutes mes neuroatypies et tous mes troubles neurodéveloppementaux. Dans mon business, je suis profiler identitaire, je suis fondatrice de l'Institut du Human Design Nouvelle Génération. Et pour résumer, mais je sais que tu vas me poser plein de questions, en fait, j'ai développé une orientation du Human Design traditionnel en l'amenant vraiment dans le milieu de la neurodivergence, je vais y arriver. Et l'idée, c'est de mieux comprendre alors nos clients si on est évidemment entrepreneur, mais en tout cas nos proches, notre entourage et nous-mêmes avant tout, en ayant une double lecture en fait, une double grille de lecture, c'est-à-dire d'un côté tout ce qui va toucher aux neuroatypies, donc tout ce qui touche vraiment au neuro, et puis d'un autre, tout ce qui va toucher à ce que j'appelle les vibro-atypies, c'est-à-dire tout ce qui va toucher plutôt au côté énergétique. Et sans confondre les deux, en fait. Ok, alors ben, tout de suite, est-ce que tu peux nous préciser ce que sont les deux? Alors, quand je parle de neuroatypie, sans à chaque fois préciser troubles neurodéveloppementaux, je vais quand même finalement le dire une fois pour que ce soit clair. D'un côté, on a ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, le TSA, qui englobe par exemple le syndrome Asperger, etc. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des troubles. Ce sont des choses qu'on va diagnostiquer. À côté de ça, on a ce qu'on appelle des neuroatypies, qui seront plutôt le haut potentiel intellectuel, qui seront plutôt euh, qu'est-ce qu'on peut avoir? La multipotentialité, même si j'ai tendance à penser qu'elle ne vient jamais seule. Donc, ce sont deux choses différentes. Les neuroatypies, on va plutôt les détecter, les dépister, que les diagnostiquer, puisque ce ne sont pas des troubles. Mhm. Et à côté de tout ça, il y a ce que j'appelle donc les vibroatypies, et ça va plutôt toucher à tout ce qui est énergétique, notre fonctionnement énergétique, comment on circule notre énergie. Et ça, je le travaille vraiment avec le Human Design même si je l'ai orienté pour qu'on retrouve des marqueurs miroirs finalement de ce qui se passe dans le cerveau. Mon but, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne ensemble, mais ne pas confondre les deux. Ok, donc là, il y a déjà plein de choses dans ce que tu nous dis. Donc avant de revenir, je prends des notes parce que tu as parlé de vibroatypie, marqueur miroir. Donc on verra après quand on va découvrir un peu plus ce que tu fais au niveau du human design. Mais avant, je voudrais aussi que tu me dises, toi, comment tu as découvert, donc je sais pas si c'est neuroatypie, Bah, vibro... je vais te donner toute la liste. Et comment, alors plus qu'une liste, plutôt comment toi tu l'as découvert, qu'est-ce que tu vivais, à quel moment tu te posais des questions, puis à quel moment tu te dis, ah ben oui, mais en fait, il y a ça. Alors, il y a vraiment deux étapes pour quand même donner une petite vision des troubles et neuroatypiques connus. Je dis connus parce que je suis encore en chemin pour d'autres choses dont je parlerai le jour où j'aurai des réponses plus claires. Je suis encore en chemin avec des spécialistes, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai été donc détectée HPI et hypersensible et diagnostiquée dyspraxique et TDAH. Et tout ça après ma quarantaine. Donc, ça a été un long chemin de survie jusque-là. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait que je me suis posé la question et que donc finalement j'ai obtenu en tout cas des diagnostics et des réponses en tout cas plus claires. Euh, j'ai tendance souvent à dire que c'est parce que j'avais des doutes sur mon fils. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. J'avais des doutes sur mon fils, sur le fait qu'il était au potentiel intellectuel. À l'époque, moi, mon fils a 19 ans, donc à l'époque, on ne disait pas au potentiel intellectuel. On parlait d'ailleurs pas trop de tout ça.
on avait plutôt tendance, quand on en parlait, à parler de surdoué, en fait. Et donc, on avait ce petit doute, doute qui s'est intensifié quand je me suis rendu compte que c'était pas juste moi, la maman, qui pensait qu'il était surdoué, mais que tout autour de moi, aussi bien à la maternelle, etc., puis les profs, et puis tout ça, puis mes amis autour de moi qui étaient mamans et qui me disaient, ouais, quand même, bon, à 4 ans, il parlait de procrastiner, donc on s'est dit, il y a un truc. Et donc, ça s'est mis dans un petit coin de ma tête, et puis ça y est resté un peu comme ça pendant très longtemps. Et puis, il y a presque 13 ans, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui ont émergé chez moi, avec en tête de gondole une très très grosse anxiété, Hmm. un très très gros, alors j'allais dire problème de focus, pas, pas de manque de concentration, en réalité, plutôt un truc plutôt obsessionnel. C'est-à-dire que je passais des journées sur mon business de 6 heures du matin à 23 heures. Je me relevais la nuit parce que j'avais une idée. Et au-delà de m'épuiser, ça m'a quand même mené à me poser des questions. Sans compter que tout ce que j'ai appris, euh, par exemple avec le Human Design, dans lequel je suis plongée depuis presque 10 ans, mais tout le reste aussi, hein, évidemment, j'ai eu énormément de facilité à intégrer tout ça, à apprendre tout ça, alors que ma scolarité n'avait pas été très glorieuse. Hmm. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fait qu'un jour, je me suis dit, je vais aller voir une psy pour commencer, en fait, parce que ma vraie question, c'était comment je peux défocuser, sortir de cette obsession dont je suis consciente, c'est-à-dire que je le vois bien, en fait, que je passe trop de temps sur mon business, je fais plus rien d'autre, je vois plus personne, même quand mon fils est là, je suis dedans tout le temps, il ne voit que ça, en fait, de moi, quasi. Hmm. Et donc ça me posait quand même un petit souci. Hmm. Et donc, voilà, c'est en allant voir cette première psychologue qui était spécialisée en haut potentiel, etc., etc. Et après des premiers rendez-vous avec elle, où on s'est dit, bon, on va passer ce qu'on appelle le WAIS, qui est le test pour dépister le haut potentiel intellectuel. Et de là, ont découlé voilà, tous les tests, les machins, et puis les diagnostics derrière, HPI, HSP, 10 et TDAH. Et du coup, ça t'a aidé? Il y a des moments marquants? La première chose qui aide, c'est de mettre des mots dessus et de se dire, je suis pas cinglée. Ouais, À ça t'a aidé. sentir, ouais. Et surtout, il y a un peu ce truc de s'il y a des mots à mettre dessus, c'est qu'a priori, il y a des solutions. Je Hmm. les ai pas encore à ce moment-là, les solutions, mais a priori, il doit y en avoir. Ouais, Et d'accord. c'est justement en me rendant compte que ben, un diagnostic ou un dépistage, ça ne sont que des mots et que derrière, après, il faut apprendre à, OK, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ben, c'est ça qui m'a donné envie de creuser, de me demander comment je pouvais apaiser mon quotidien, parce qu'au départ, c'est parti de moi, évidemment. Oui. Et est-ce que c'est ça qui t'a amené au Human Design ou Non, j'avais non? déjà l'human design quand j'ai été détectée, mais tout de suite, ça a fait des connexions, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a des choses à aller chercher dans l'human design pour mieux comprendre certaines choses, toujours en faisant très attention et en n'oubliant pas que le human design, on est sur quelque chose d'énergétique, on n'est pas sur du neuro. En revanche, je sentais bien qu'il y avait des choses que je comprenais chez moi et chez mon fils, pour en avoir discuté avec la psy, d'ailleurs à l'époque, quand on a ensuite fait diagnostiquer mon fils, diagnostiqué et détecté, euh, je me suis rendu compte que le human design me permettait de comprendre comment on vivait chacun nos atypies et nos troubles, parce qu'il y a autant de manières de les vivre que de personnes qui ont des atypies et des troubles. Et donc, ça nous a permis de comprendre, puisque le Human Design nous donne un cadre de compréhension contextuelle, situationnelle, relationnelle, ça m'a permis de faire des liens et de me dire, OK, ça me donne énormément de clés sur qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui amplifie, et donc à l'inverse, qu'est-ce qui peut apaiser. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, OK, il y a un effet miroir, il y a des choses à comprendre dans les deux cas. Évidemment, la formation autour des neuroatypies et tout ça était, à mes yeux en tout cas, obligatoire pour mieux comprendre aussi vraiment ce qui se joue dans le cerveau, puisque ce sont encore une fois deux choses différentes, mais qui, quand elles sont prises ensemble, font de la lumière, quoi. Ok.
Ok, merci, c'est très intéressant. J'ai envie de rebondir sur, parce que je suis allée voir sur ton profil sur Instagram. Mhm. Et alors, moi, je suis en parcours de détection. J'ai pas tous les résultats, mais bon, ça Ça paraît devrait très pas bien. passer loin, hein. Oh, ouais, je pense que d'ici fin février, normalement, j'aurai les résultats. Donc 55 ans. Donc j'ai regardé sur ton profil où tu parles de certains canaux, j'ai vu que tu étais MG, etc. Et tout ce dont tu parles, bon, enfin j'ai pas remonté jusqu'à très très loin non plus, mais je me suis dit, moi, dans mon Human Design, j'ai absolument rien de tout ce que tu nommes. Mhm. Donc c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire et enfin, qui a, j'imagine, différentes façons de le vivre en fait. C'est ça que ça montre. Oui, alors il y a, comme je le disais, autant de manières de vivre, autant son design d'ailleurs que ses troubles d'être humain. Et il y a aussi, alors, je donne toujours des exemples parce qu'en fait, c'est pas tant les éléments pris séparément du human design qui donnent des informations. C'est quand les éléments, quand on prend la charte dans sa globalité et qu'on comprend comment ça se répond, en fait. Ok. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça que je précise à chaque fois, ce sont des exemples ou voilà, euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement, peut-être de toi ou d'une personne que tu accompagnes, où tu vois des choses, où ça t'a permis de clarifier ou de l'aider euh, si je peux donner un exemple qui va peut-être parler plus facilement qu'un HPI ou un TDAH, si je prends l'hypersensibilité, par exemple, euh, il y a tout un mécanisme d'hypersensibilité dans le cerveau, et chaque personne qui est hypersensible aura mille et une manières d'exprimer cette hypersensibilité. Et dans l'Human Design, on a aussi une vision des terrains fertiles d'hypersensibilité qui seront pas neuro, mais qui seront énergétiques. Ce qui veut dire que ça va nous aider à comprendre, selon le design de chacun, et je peux pas te donner un exemple, parce qu'en fait, encore une fois, ce sont plein d'éléments différents mis ensemble, mais on va avoir plus de compréhension sur, OK, donc quand mon hypersensibilité émotionnelle tape à la porte, c'est possiblement parce que contextuellement, avec ce que je vois dans mon design, je suis donc dans tel contexte, dans telle situation, dans telle relation. Ça peut être, tiens, je sais que je peux avoir un penchant, entre guillemets, pour une hypersensibilité olfactive ou auditive ou Hmm. visuelle. Ça aussi, on peut le retrouver dans l'Human Design. Et donc, ça va être ce que j'appelle des marqueurs miroirs. Vraiment, je précise qu'il faut faire très attention. Ce sont deux choses très différentes. C'est pour ça que je les appelle des marqueurs miroirs. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est neurologique. Ça n'a rien à voir avec le Human Design. Simplement, le Human Design vient nous donner un cadre dans lequel tout ça va s'exprimer. Hmm. D'accord. Si je te montre un profil d'une célébrité, est-ce que tu peux me dire deux, trois choses dessus, justement, en lien J'adore avec... faire ça, ouais. Ouais, allez. Peut-être que tu connais en plus que tu as déjà fait, alors, si tu Il y en t'amuses. a même que j'ai invité, j'ai fait par exemple la charte de Maurice Barthélemy qui a écrit un livre euh, Ok. euh, Fort Bon, comme elle, sensible. je pense pas que tu l'aies invitée. C'est Oprah. Ah non, j'aimerais Tu bien l'as invitée. l'inviter. Je me suis dit, tiens, j'ai vu Oprah et j'avais vu aussi Michael Jackson. Je sais pas s'il a déjà fait aussi sa charte, c'est intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah déjà, Oprah, alors ce que je vais te dire là, c'est évidemment en lien avec son design et donc pas en lien avec ce qui est neuro, je le précise. D'accord? C'est la vision énergétique, c'est les miroirs qui peuvent, même si on n'a pas de troubles neuro ou de neuroatypie, amener des comportements ou des symptômes qui ressemblent aux Mais quand neuroatypies. tu parles de neuro, quand on voit les variables, donc les flèches, hein, pour celles qui Mhm. connaissent dans l'human design, est-ce qu'on parle pas de neurologie à cet endroit-là? Non. D'accord. Là Tout aussi, ce on qui est parle human design, ça d'énergétique. n'est que énergétique. Il n'y a Ok. rien de médical Ah dans oui. l'human design. Ça n'est vraiment que énergétique. Mais ça vient vraiment amener de la compréhension au reste. Et c'est pour ça que je dis, on peut avoir des marqueurs. Par exemple, ici, je vais parler d'hypersensibilité à nouveau. On peut avoir des marqueurs hypersensibles dans le design et ne pas avoir une hypersensibilité neurologique. Et pour autant, puisqu'on a des marqueurs dans le design, on va quand même développer des, euh, des symptômes ou des comportements similaires, en fait. Ok.
Donc, on vois ce n'aura que pas je veux dire. forcément un diagnostic, enfin une Donc, c'est ça, protection. exactement. Donc, on peut avoir l'un ou l'autre ou les deux. D'accord, ok, c'est plus clair. Ouais. Ouais. Alors, Oprah, belle Oprah, bah déjà, dans ce qu'on appelle son soleil conscient, c'est-à-dire le tout premier chiffre en haut à droite qu'on voit, le 19. Il ne le euh, voit pas, je te précise, on n'est pas en ah, vidéo. d'accord. Alors, ce que je vois, c'est que déjà, ce qui va être au cœur de, de ce qui fait briller Oprah, avec une porte 19, c'est purement, euh, d'abord une grosse, grosse hypersensibilité. C'est probablement l'un des marqueurs les plus forts de l'hypersensibilité du Human Design, cette porte 19. Elle est en lien aussi avec une hypersensibilité qui va réagir très fort à tout ce qui est, tout ce qu'on va appeler les énergies tribales, c'est-à-dire les énergies d'appartenance à un clan. Ça fait aussi beaucoup de sens avec son vécu, hein, j'en ai des frissons rien que de le dire. Donc, Cette tu peux nous besoin dire, d'appartenance. qu'est-ce que tu vois, à quoi avec son vécu? Euh, la porte 19, elle vient parler, elle fait partie de ce qu'on appelle la circuiterie tribale, et ça, c'est tout ce qui va parler d'appartenance au clan, de comment je vais me conformer pour appartenir à un clan, une tribu, peu importe, évidemment. Et ce clan, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être une société, ça peut être un milieu social, hein, bien sûr. Mais du coup, à quoi ça te fait référence chez Oprah? Bah, chez Oprah, je sais elle a eu, comment dire, c'est une femme noire aux États-Unis, quoi, en fait. Donc, comment te dire que toute sa vie, elle a lutté d'une manière ou d'une autre euh, contre une espèce de discrimination. Donc, on la met hors du clan, en fait. Et elle, un de ses marqueurs d'hypersensibilité, donc là où son hypersensibilité va être la plus réactive, c'est de un, quand elle ne se sent pas inclue dans le clan, son clan de cœur, on va dire. Et de deux, quand on ne respecte pas ses valeurs, toujours avec cette porte 19, qui revient, je vois en plus deux fois dans son design, quand on marche sur ses valeurs, en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Et Mm. là, et ça va, c'est là où son hypersensibilité émotionnelle va être la plus forte, Mm. par exemple. Ce que je peux voir d'autre aussi, laisse-moi regarder cette charte, avec sa porte 44 qui vient aussi deux fois, je vois, c'est qu'elle va avoir euh, beaucoup Ouais, mais je vois qu'elle a tout le canal en fait, 19-49. Donc déjà, son hypersensibilité, elle peut s'exprimer de deux manières. Soit euh, elle va rester dans ses... Comment dire? Elle va souffrir et rester encore et encore dans ses relations sans savoir pourquoi elle souffre et comme faire un espèce de cercle vicieux de souffrance parce qu'elle va essayer de lutter et de se faire accepter et de faire tout ce qu'il faut, rentrer dans un cadre, etc. Ça, Ou c'est ça, c'est quand elle n'est pas alignée. Donc, exactement. ouais. Mais elle peut être aussi pas alignée et faire tout l'inverse avec la porte 49 qu'on voit dans son design, que je connais bien parce que je l'ai aussi. C'est-à-dire qu'elle va devenir comme un cœur de pierre. Et tout d'un coup, c'est comme si plus rien ne l'atteint pour pouvoir se protéger. C'est l'un ou c'est l'autre, en fait, avec un spectre Est-ce que tu évidemment peux très grand. répéter? J'ai l'impression qu'il y a eu une coupure là. Elle va devenir quoi? Donc, on va dire que soit elle est ultra sensible et elle laisse tout passer, pour le Ok, résumer, ok. soit elle devient comme un cœur de pierre et pour se protéger. Et elle fait en sorte que plus rien ne l'atteigne, même si, bien sûr, que les choses l'atteignent quand même. Mais de l'extérieur, on va penser que rien ne l'atteint. C'est deux extrêmes sur sa possible hypersensibilité à ce niveau-là. Et je parlais de la porte 44 qui fait que elle a aussi, et c'est ce qu'elle a fait, si Ouais, j'essaye de vraiment de parler de quelque chose dont que les gens connaître, connaissent ouais, sur elle, ouais. c'est qu'elle a vraiment transformé, c'est vraiment un don qu'elle a avec sa porte 44, elle a transformé toutes ses douleurs, toutes ses difficultés en un chemin vertueux et qu'elle a ensuite partagé en fait, partagé de mille et une manières et je pense aussi permis à d'autres de le faire Hmm. aussi. Ouais, elle a Ça, ouvert c'est la voie, quoi. Ouais, carrément. Et cette transformation de douleur en quelque chose de lumineux, c'est vraiment pas évident, hein, parce que on a plutôt tendance avec ces marqueurs-là, quand on n'est pas aligné, à se dire, je me suis brûlé les ailes une fois, j'y vais plus. Oui, Tu et vois? puis de s'identifier à cette douleur aussi. Exactement. Et elle est passée au-dessus de ça, ce qui est vraiment un superbe exemple de ce type de design, de ce type d'hypersensibilité, quoi.
Oui, puis moi j'ai un peu lu son histoire, hein. C'est une grosse histoire, hein. C'est pas des petites Carrément, blessures, hein. C'est carrément, carrément. Oui, costaud. c'est pour ça que je te disais que ça faisait beaucoup de sens, son design avec plein de choses, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ok, super, c'est très éclairant. Alors, on va continuer. Alors, je voudrais un petit peu orienter par rapport à notre domaine, on va dire le coaching, la formation, etc. Et je sais que toi, tu accompagnes même avec une formation qui permet aux coachs de se former à savoir comment accompagner les personnes neuroatypiques. Mais Ouais. qu'est-ce qui, on va dire, dans le marché en ce moment, te hérisse les poils, justement? Alors, je crois que ce qui me hérisse le plus, justement, avec l'émergence des profils neuroatypiques, c'est les personnes qui vont rajouter des mots un peu clés comme hypersensible ou multipotentiel à leur bio, à leur profil, parce que, alors, soit parce que ça fait bien, parce que c'est dans le vent, soit parce qu'elles-mêmes, par exemple, sont hypersensibles ou se pensent hypersensibles, mais même si elles le sont, mais pour autant, elles n'ont pas été creusées. C'est quoi l'hypersensibilité? Donc, elles partent, si tu veux, je dis elles parce que je parle de personnes, hein, mais ça peut être Oui, des gens aussi, mais même si moi je travaille quand même avec des femmes, mais parfois, et c'est souvent le cas d'ailleurs, elles sont hypersensibles et donc elles le vivent d'une certaine manière et donc tout ce qu'elles vont partager va tourner autour de leur unique compréhension et connaissance de l'hypersensibilité, ce qui est dangereux et dommageable en fait pour d'autres personnes qui vivraient l'hypersensibilité autrement. Donc c'est un peu ce qui me hérisse le plus et c'est pour ça que ouais, j'invite aujourd'hui vraiment les coachs, les thérapeutes et les formatrices, puisque encore une fois, je travaille avec des femmes, mais c'est vrai pour les hommes, à pas à devenir des experts des neuroatypies, mais à rendre leur accompagnement neuroatypie inclusif, en fait, pour que, Qu'est-ce que tu veux dire par neuroatypie inclusive? bah, justement, avoir déjà suffisamment de compréhension de ce qui se joue dans les profils de ces personnes-là, aussi bien, encore une fois, en neuro qu'en énergético, je vais les Ouais, dire, ouais, ouais. que pour pouvoir les accueillir au mieux dans leur programme, c'est-à-dire ajuster leur programme pour qu'il y ait un truc qui soit pas trop rigide pour ces personnes-là, en termes de rythme, en termes de plein de choses. Et j'ai presque envie de dire, pourquoi pas d'être suffisamment humble que pour proposer à ces personnes peut-être d'être accompagnées en parallèle, je sais pas, avec quelqu'un qui s'y connaîtrait mieux qu'eux, mais en tout cas, vraiment rendre leur accompagnement le moins su- euh, qui cause le moins de suradaptation possible à ces personnes qui sont déjà, la plupart du temps, suradaptées au quotidien, en fait. Ouais, ce que tu dis, c'est pour moi, c'est vraiment comme une extrême dans ce que je vois sur le marché, parce que sur le marché, par exemple, si quelqu'un qui accompagne quelqu'un à monter une entreprise, il va parler de stratégie, il va dire, il faut que tu adoptes telle stratégie, qu'il faut que tu fasses telle chose, tu postes 3 fois par semaine, ou 5 fois par semaine, ou 5 fois par jour, enfin, toutes ces injonctions, en fait, qu'on entend, qu'on voit sur les réseaux toute la journée. Donc toi, tu parles là même pas de ça, tu parles déjà des gens qui ont une sensibilité, qui se sont rendus compte que peut-être ils étaient multipotentiels ou que peut-être dans leurs clients, il y avait différents profils. Donc c'est déjà, ils ont déjà fait un bon cheminement. Et dans ce cheminement, tu vas creuser encore. Alors, non, moi, je m'adresse aussi à ceux dont tu parles, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, si on parle de business, comme tu dis, qui vont donner des stratégies carrées, etc. Moi, mon but, c'est que tout le monde rende son accompagnement Inclusif. neuro-atypie inclusif. Vraiment. Aujourd'hui, avec l'émergence des profils, il y en a tous les jours de plus en plus qui se découvrent neuroatypiques. Il y a aussi tous ceux qui ne le savent pas, mais pour autant, ils sont quand même bien coincés quand ils sont dans des programmes d'autres personnes. Et je parle en connaissance de cause. Ouais, Parce que moi, je suis rentrée dans des programmes qui n'étaient pas du tout neuro-inclusifs et je me suis retrouvée dans des situations où je ne pouvais pas suivre le rythme, où ça n'avait pas de sens pour moi, où la manière dont c'était expliqué n'arrivait pas jusque dans mon cerveau à moi. Et en fait, j'ai dépensé énormément d'argent, mais surtout, j'ai dépensé énormément d'énergie mhm, à essayer de faire des choses qui ne me correspondaient pas, en fait. Et en particulier, évidemment, dans le milieu du business où les choses sont assez carrées, quoi. c'est ça. Et donc tu connais des gens déjà qui affichent programme neuro-inclusif? Ou il n'y a que toi qui fais ça? Non, alors, il n'y a pas que moi qui fais Je ça, il y a parle pas plein. aux États-Unis, parce qu'aux Non, non, États-Unis, bien c'est sûr, bien bien plus sûr, avancé, hein. On est sur bien le marché sûr. français. Non, Ouais. je suis pas la seule à parler de neuroatypie. Je suis peut-être une des premières à faire la percée pour dire, OK, là, aujourd'hui,
avec la manière dont les profils neuroa redessinent le monde du coaching, etc., ça vaut vraiment la peine que tout le monde ajoute cette corde à son arc. Mais je suis vraiment pas la seule à parler de neuroatypie. Non, mais pas juste de parler, parce que Hein. la neuropathie, la allez, Oui. neuroatypie, voilà, beaucoup de gens en parlent, mais moi, j'ai encore pas vu dans un programme, parce que forcément, j'ai fait beaucoup aussi de programmes, où on dit, bah, moi, j'inclus la neuroatypie, tu vois. Je pense que les Neurotypie, gens, je vois à l'écusson, tu sais, neurotypie inclusive. J'ai jamais ah, vu. c'est à venir. Moi, je les Voilà. forme pour ça. Mais honnêtement, si, il y en a, je pense à Audrey. Oh, attends, je vais chercher son nom. Il y en a une enfin, de connus, hein, parce qu'il y a tous ceux qui sont moins connus, mais C'est ça. qui parle de multipotentialité. Où est-ce que c'est Audrey ou Sveg, quelque chose comme ça? Elle parle, je sais plus son Alors, prénom. ça, c'est Solveig. Non, Ah voilà, ouais. Solentfeg. Ouais. Ouais. Je connais pas son programme, donc je ne sais pas. Je sais qu'elle parle multipotentialité. Je ne sais Non, pas quelles sont ses connaissances en termes de multipotentialité, parce que je connais pas son programme. Ça fait partie des choses, et je parle pas du tout d'elle, hein, parce qu'encore une fois, je connais pas son programme, mais ça Ouais, fait ouais, partie des choses sur lesquelles j'alerte aussi. Attention, c'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce qu'aujourd'hui, et c'est trop souvent le cas, quelqu'un dit je m'adresse aux multipotentiels ou je m'adresse aux hypersensibles, que ces personnes ont une vraie connaissance Mm. de ce qu'est l'hypersensibilité ou la multipotentialité. Et je fais une petite parenthèse justement avec la multipotentialité parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est que la multipotentialité, elle vient pratiquement jamais seule. C'est-à-dire qu'elle fait partie généralement d'un autre trouble. Et si Mhm. on ne se focus que sur le côté un peu dissipé de la multipotentialité, on oublie que derrière, il y a quand même un gros pourcentage de chances qu'il y ait un TDAH ou un TSA ou des choses beaucoup plus lourdes et qui doivent être prises de manière systémique en fait. Oui, ou une 10, Ou une une 10. 10 bien sûr. Et donc tout ça, ça doit être pris de manière systémique. C'est pour ça que je trouve ça toujours un peu touchy de s'adresser uniquement aux multipotentiels, sauf si, encore une fois, tu affiches une vraie spécialité, je veux dire avec des vraies connaissances derrière. Il y en a, hein. Ouais, ouais. Puis il y a plein de façons d'aborder cet angle, enfin, d'aborder ça. C'est juste de jamais oublier que quand on parle d'hypersensibilité ou de multipotentialité, c'est rarement tout seul. Oui, tout Et à fait. que malheureusement, juste s'occuper de ça, c'est un peu enterré sous un tapis d'autres problématiques qui va obliger quand même tes clients à se suradapter dans ton Ouais, accompagnement. ouais, mais je te rejoins parce que moi, je sais que déjà, j'en avais parlé il y a 12 ans. J'avais fait un groupe justement sur la multipotentialité, sur toutes les neuroatypies. Et moi, ça m'a pris encore après plusieurs années avant de comprendre qu'il y avait d'autres choses que je vivais qui étaient reliées à ça. Effectivement. Exactement, Donc, c'est un exactement. parcours. C'est vrai que ça peut être long. Ça peut être long Ouais. si on n'a pas les bonnes informations. Oui, Effectivement. exactement. Long et donc beaucoup d'épuisement, beaucoup de... Voilà, et puis tous les troubles associés. On n'oublie pas aussi, hein, quand on a un TDAH par exemple, les comorbidités, elles peuvent être parfois très très lourdes en fait. Et donc, inclure quelqu'un dans ton accompagnement, j'allais dire en prétendant, en tout cas en affichant une ouverture multipotentielle ou hypersensible, si ce client se rend compte que encore une fois il n'y arrive pas, que encore une fois il est à la traîne, que encore une fois, tout ça, ça va nourrir son manque d'estime. Et quand on sait que derrière il y a des comorbidités qui font exploser le taux de dépression, le taux de suicide, le taux de tout ça, je pense que ça vaut la peine quand même de se dire, ok, Ouais, ouais, soit ouais, je le fais pas du tout et je l'affiche, enfin ouais, ou en tout cas je l'assume, ouais, soit je le fais bien. ouais, 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 tout à fait. Ouais, c'est super cette discussion. Donc, autre question, tu accompagnes les coachs, oui, voilà, les formateurs. Est-ce qu'il y en a donc qui n'ont pas cette neuroatypie, qui viennent te voir et puis toi tu l'as repérée ou tu commences à la repérer? Est-ce qu'il y a des résistances ou quelle est la résistance la plus fréquente quand tu commences à parler de ça? Par exemple, je viens te voir, j'ai aucune idée et toi tu as bien repéré, tu as bien repéré le cas et tu vas commencer peut-être à m'éveiller là-dessus, mais je peux peut-être avoir des résistances. Est-ce que ça t'arrive et quelles sont les résistances? Comment ça se passe? Alors, en réalité, j'affiche tellement mon côté neuroatypique, autant le mien que celui de mes accompagnements, que les gens n'arrivent quand même jamais chez moi par hasard. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ou qu'ils se savent neuroatypiques,
Oui, parce que j'ai vu un de tes commentaires sur un de tes posts qui disait Ouais. Ah ben ça me parle tout ce que tu dis, même si je suis pas, ou même voilà, la personne. Oui, et c'est pour ça, on n'oublie pas que dans mon travail, on va on va découvrir que certains comportements ou certains symptômes peuvent être liés au neuro, et donc, comme on disait tout à l'heure, diagnostiqués ou dépistés, ou peuvent être simplement liés au design, et donc, on va jamais les diagnostiquer ou les dépister. Néanmoins, ils sont là, ils vont créer des comportements et des symptômes, donc, au quotidien. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, pour répondre à ta question, euh, c'est rare que les gens arrivent chez moi Mm. en n'ayant aucun doute, en tout cas, sur une potentielle neuroatypie ou en tout cas neurodivergence, quelle qu'elle soit. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, néanmoins, ce sur quoi j'ai le plus de résistance, entre Ouais, guillemets, pas ouais, dans le cursus, parce que le cursus, c'est plutôt une formation où ils apprennent, et donc plus ils apprennent et plus ils comprennent leur fonctionnement ouais, aussi, ouais. mais plutôt quand je suis en accompagnement premium, donc en one-on-one, la plus grosse résistance, c'est de lâcher la suradaptation, en fait. C'est-à-dire Mm. d'accepter que même si on ne répond plus oui à tout, parce que souvent c'est comme ça qu'on se suradapte, hein, surtout quand on est une femme, c'est comme je dis toujours ma petite minute féministe, une femme qui vit dans un monde créé par les hommes et pour les hommes, ben, on a passé notre vie à se suradapter. Et donc, accepter que si on ne se suradapte plus, si on n'est plus people pleaser, on peut quand même garder notre valeur de femme, de mère, d'amie, de tout ça, ça c'est difficile. Donc lâcher le côté je tiens bon, ça c'est la plus grosse résistance que je trouve au départ en Oui, général. parce que il y a Lâcher, freiner ouais. un peu, lâcher le pied, enfin Il lever y a le pied. toutes les blessures qui viennent avec, quoi. Mm, mm. Ouais. Puis le people pleasing, peur d'être rejeté après, si je commence à Exact. être moi, d'être dans mon intensité. Oui. Ok. Alors, je voulais qu'on revienne aussi, parce que sur les mots que tu avais employés au départ, vibroatypie, comme ça, vibroatypie, Mhm. et marqueur miroir. Ouais. Ouais. Ben, ça c'est justement, donc je le disais, hein, d'un côté on a ce qui est neuro, Ouais. et pour faciliter la compréhension, on va dire ce qui est médical ou psychologique ou psychiatrique. Donc vraiment que personne ne peut détecter si ce n'est un spécialiste, hein, Ouais. Ouais. un neuropsychologue, un Ouais. psychiatre, tout ça. Donc ça, c'est tout. À chaque fois qu'on entend neuro, on C'est le sait, psychiatre. voilà. Et Et tout ce que vibro. j'appelle vibro, c'est donc tout ce qui va être énergétique qu'on va Ah, retrouver ok. dans le human design et D'accord. qui peut provoquer les mêmes symptômes et ou comportements qu'un trouble qu'on va dépister, D'accord. détecter ou diagnostiquer. Ok. Et donc, c'est les marqueurs? Marqueurs miroirs? Les marqueurs miroirs, donc dans le design, ça peut être une porte, ça peut être ton type, ça peut être un canal, ça peut être... Et pour donner un exemple, on sait, en tout cas les gens qui connaissent un peu l'human design savent que par exemple le manifesting generator, par nature, il est multi. Mhm. Ben, on est clairement sur un marqueur miroir de la multipotentialité qui va être plus neuro. D'accord. Ok. Ça marche. Donc, les MG, voilà, ils ont plus une tendance, comme ils sont multiples, est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient plus une tendance ou une potentialité de se retrouver dans cette neuroatypie, dans cette multipotentialité? Ben, pas La forcément, encore une fois, ça peut être... multipotentialité, attends, excuse-moi, parce que la multipotentialité ne se diagnostique pas non plus. Non, non, elle fait surtout, c'est ce que je disais, elle fait toujours, pas, ou pas toujours, mais la plupart du temps, elle fait partie d'autres troubles, par exemple un TDAH, Ouais, va presque par nature être multipotentiel, puisqu'il va être euh, par moment euh, hors concentration, hors focus, etc. On sait aussi qu'il peut être très, 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 très focus jusqu'à l'obsession, et c'est aussi le cas des MG, en ouais, fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'un MG va forcément avoir son double neuro, ouais, ouais, mais un MG peut développer les mêmes difficultés ouais, que quelqu'un qui va avoir par exemple un TDAH avec lequel viendra une certaine forme de multipotentialité. ouais. Et l'avantage de bien comprendre le design, c'est que ça nous donne des clés pour mieux vivre en fait
D'accord. C'est Parce que essentiellement ça. c'était la question que j'allais te poser, parce que par exemple, les personnes qui nous écoutent, là, qui vont nous écouter, elles vont se dire, mais alors moi, est-ce que je suis pas? Si je suis MG, je suis. Donc, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'elles vont se faire diagnostiquer? Est-ce qu'elles peuvent commencer par faire leur human design? Moi, je dis toujours, bah, évidemment, de toute façon, faire son human design, c'est probablement aujourd'hui ce qu'il y a de plus intéressant puisque ça va déjà nous aider qu'on ait ou non des troubles. Ça va nous donner des clés. Mhm. Après, je pousse jamais personne au diagnostic. J'invite seulement à se poser la question aux personnes pour lesquelles les difficultés sont quotidiennes et où ça leur pose un vrai problème, en fait, dans leur quotidien. Encore une fois, leur quotidien de femme, de mère, Genre, professionnelle. quel genre de problème? Ben, quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se concentrer ou qui n'arrive pas du tout à tenir son business en termes, j'ai envie de dire, administratifs, etc. Et attention, je parle de business, mais généralement, si on n'arrive pas à tenir son business, on n'arrive pas à tenir ses factures, on a des problèmes pour payer notre loyer, on a des problèmes avec notre courrier, on n'ouvre pas nos boîtes aux lettres parfois pendant des mois. Enfin, il y a des choses très, très... Voilà. Et ça, euh, bien que ce soit typique, par exemple, d'un TDAH ou d'un TSA dans une autre mesure, euh, ça vaut la peine d'abord pour déculpabiliser d'aller mettre des mots dessus. Et ensuite, de trouver un moyen de parer ça, en fait, de pallier ça, plus exactement. Et selon toi, pourquoi en fait c'est en train de flamber? On voit de plus en plus de gens parler de ça. Est-ce que tu penses qu'avant, il y a 15 ans, 20 ans, il y avait déjà la même chose ou c'est juste, je sais pas, peut-être aussi, bon, il y a toute cette partie des réseaux hein, qui nous activent bien le cerveau. Mhm. Il y a peut-être des potentiels qui sont pas TDA, mais avec le scrolling, etc., et qui peuvent le devenir, avec les déficits de l'attention. Alors, on peut pas devenir TDAH, mais Non, devenir, enfin, avoir les symptômes, les mêmes symptômes, ouais, tu vois? Parce que ouais. quand tu regardes et que tu scrolles, ou les dessins animés pour les enfants, comment ils sont faits, où il n'y a plus d'histoire profonde, où ils vont de quelque chose à quelque... Enfin, voilà, qui sont en train de changer au niveau de leur cerveau, ça bouge beaucoup, et ils ont une habitude, ils se Mhm. conditionnent là-dedans, donc ils ont un comportement différent que s'ils avaient bah, ce qu'on a eu, nous, probablement, plus jeunes, avec des longs dessins animés, avec pas beaucoup comment on appelle ça, d'énergie, de couleur, toutes ces choses-là. Donc ça, quand tu es élevé de cette façon-là, ça conditionne quand même ton Mhm. état d'esprit, qui tu es, comment tu fonctionnes. Et ça peut parenter à quelque chose qui serait du TDA ou du TDAH. Donc je dis Euh, ça, alors je repose la question ouais. globalement, parce que c'est parti un peu dans tous les sens, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus la neuroatypie de personnes qui se revendiquent de cela. Mhm. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Est-ce que c'est les comportements qu'on a sur les réseaux, la façon d'éduquer nos enfants qui font qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, qu'on pourrait identifier Mhm. comme tel, mais qui ne l'est pas vraiment? Qu'est-ce que Mhm. tu penses de tout ça? Je pense qu'il y a deux... En fait, tu parles de deux choses distinctes qui sont hyper intéressantes. La première étant effectivement que les réseaux sociaux, le monde qui va très vite, tout doit voilà, aller très vite, tout est très peps, tout est machin. Et donc effectivement, ça, et tu as utilisé le mot parfait, ça conditionne un nouveau comportement pour nos enfants, etc., etc. Ceci dit, on avait un autre mode de fonctionnement que nos parents, qui avaient un autre mode de fonctionnement que leurs parents, etc., hein. Je pense que ça, c'est dans l'air du temps et ça change et ça évolue. Et comme tu dis, on, on est conditionné avec le temps tous de manière différente. Euh, Ça, c'est une chose. Euh, L'autre partie de ma réponse, c'est sur le est-ce qu'il y en a de plus en plus des personnes neuroatypiques? Je Hmm. ne suis pas convaincue qu'il y en ait de plus en plus. Je pense Hmm. qu'il y en a toujours eu. On n'en parlait pas, on mettait pas les mots. Et j'en ai des frissons. J'en parlais avec, je sais plus si c'était dans ma conférence ou avec mes clientes, où je leur expliquais ce qui m'avait fait tilt en lisant un bouquin sur le syndrome d'Asperger, que ce qu'on se dit souvent, et moi la première, je me suis dit, ouais, si j'avais su ça plus tôt, puisque moi j'ai été diagnostiquée et détectée quand même sur le tard, hein, après la quarantaine. Mhm. Et donc on se dit souvent, ah, mais si j'avais été diagnostiquée plus tôt, sauf que si j'avais été diagnostiquée il y a 50 ans,
j'aurais fini dans un asile. Ah Parce qu'à oui. l'époque, c'est ce qui se passait quand on était bizarre, quand on Mhm. fonctionnait différemment. Et donc, je suis finalement assez contente d'avoir été diagnostiquée sur le tard pour ne pas avoir fini dans un asile. Mais donc, je pense que simplement, je ne suis pas convaincue qu'il y en ait plus. C'est quelque chose qui mériterait de vraiment d'être étudié en termes d'études, etc. Enfin, d'aller piocher Mhm. vraiment, creuser tout ça. Mais en tout cas, euh, on en parle plus, donc on donne la possibilité à plus de personnes de se reconnaître. Rendre compte, oui. Et d'arrêter de s'adapter et de se cacher. Mhm. Alors, est-ce que tu as une histoire d'un accompagnement que tu as fait, où tu as intégré la neuroatypie, où la personne, bah voilà, était peut-être à ses débuts avec ça, et que ça a changé beaucoup de choses pour elle? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus? Alors, je ne vais pas donner son nom, De toute façon anonyme, hein? mais il y en a plusieurs. Ceci dit, je réfléchis. Je pense notamment à, oui, une cliente qui est d'ailleurs aussi encore aujourd'hui dans le cursus, qui est avec moi depuis des années dans différents programmes, qui a réalisé, oui, avec le temps, qu'elle avait un fonctionnement très différent de ce qu'on attendait d'elle, de ce qui était aussi vu comme normal, Oui. qui a traversé des burn-out. Et Ouais. euh, avec la compréhension de son design et de la vision que j'en amène aussi avec le côté neuroatypique, a non seulement changé son fonctionnement, a enfin commencé à adapter, à tisser son quotidien autour d'elle et pas l'inverse, Mm. et puis approfondit tout ça puisqu'elle est dans le cursus aujourd'hui. Elle a aussi fait un parcours de formation sur le burn-out et donc aujourd'hui, elle transmet ça en fait, Mm. à travers le burn-out et le human design. Ok, on n'avait pas encore parlé de burn-out, mais il y a quelque chose dans ce que tu m'as dit qui m'a tisser son environnement autour d'elle Mm. à la place de faire l'inverse. Ouais, Tu peux ouais, nous c'est le en parler, but ça? complet de ce que je veux. C'est vraiment le cœur de ce que je propose à terme finalement, c'est Mm. d'apprendre à tisser son environnement autour de soi plutôt que de s'adapter perpétuellement à son environnement en fait. Et Est-ce que quand je tu dis peux... environnement, Oui. j'inclus l'entourage. Ok, est-ce que tu peux nous dire, ou peut-être toi, comment tu fais, ou je sais pas, quelques pistes, ou Bah, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? c'est un Écoute, million de petites choses. ouais, Moi, vas-y. par exemple, pour parler de celle que je connais le mieux, hein, donc moi, en l'occurrence, il y a plein de petites choses que j'ai commencé à mettre en place. Je crois que un des endroits où j'étais le plus piquée quand il a fallu que je fasse des changements, par exemple, c'est ma facette maman. C'est-à-dire que assez rapidement, quand j'ai commencé à comprendre mon fonctionnement, que j'ai commencé à comprendre à quel point j'étais épuisée, à quel point j'avais besoin de repos pour d'abord faire fonctionner mon business, je parle de ça il y a plusieurs années, Mhm, faire fonctionner mon business, mais aussi mon quotidien, rendre mon fils heureux, faire des choses avec lui, etc. Il fallait que je me repose. mhm, Et me reposer, il y avait plein de manières de le faire, mais ce que mon corps appelait, c'était dormir le matin. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne travailler, par exemple, qu'à partir de midi, en tout cas en clientèle, mais aussi de laisser mon fils se lever seul dès qu'il a eu l'âge de se débrouiller tout seul. mhm. Et c'était pas si simple, parce que vu ne serait-ce que de ma maman à moi, qui se levait, elle projecteur, bon, déjà ça dit beaucoup de choses, et qui se levait très tôt, tout le temps, toujours aux petits soins pour moi, toujours moi d'abord en fait, tu vois. Ouais, oui, Donc ouais. évidemment, quand moi j'ai commencé à tisser mon environnement et ma façon de fonctionner en ne mettant pas mon fils au centre, mais en sachant que ce que je faisais, ça allait pouvoir me rendre ma relation avec lui plus qualitative, ça a Mhm. été pas si simple en fait. Ouais. Là, tu mets une bombe, là, en fait. Là, tu es en train de mettre une bombe, l'air de rien. Parce que Souvent, faire passer soi avant ses enfants, hein, ça, c'est quelque chose ben, qui... c'est la manière de le dire qui nous rend les choses difficiles. C'est ce que tu viens de dire, nous faire passer avant nos enfants, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Tout à fait. On change notre fonctionnement pour avoir une relation plus qualitative et parfois même plus quantitative avec nos enfants. Ouais, ouais, j'adore ce que tu dis. J'adore. Donc J'adore. vraiment, ça a été, je crois que c'est les premières choses que j'ai mises en place et honnêtement, ça a été rude Ouais. émotionnellement de me dire, ouais, ben, les gens...
ils me prennent pour je sais pas Ouais. quoi, en fait. Tu vas à l'encontre de tout ce qui est dit, en fait. Ouais. Mais Ouais. il y a plein de choses que j'ai changées comme ça, et vraiment, je pense que c'est avec mon fils que j'ai réalisé le plus. On ne mange jamais ensemble, par Hmm. exemple. Ça aussi, ouh là là, le sacro-saint moment du repas, on ne Ouais. mange jamais ensemble. On l'a pratiquement toujours fait. Ouais. Et je me suis rendu compte plus tard, avec notre design, que c'était une très bonne chose parce que notre design de digestion nous demande de manger quand on a faim. Ah oui, Et on n'a bien pas sûr. forcément faim en même temps. Ouais. Donc on mange ensemble dans le sens où quand il mange, il vient près de moi, Ouais. mais on ne mange pas en même temps. Ouais. Donc ça, c'est un vrai exemple de l'éducation, comment elle peut, encore une fois, nous conditionner et nous rendre malheureux, quoi, s'obliger à faire des choses et ça convient pas du tout, c'est pas génial. Ouais, puis mettre notre énergie au mauvais endroit au mauvais moment. Ça, c'est mon gimmick, mes clientes le savent. Ce que je leur apprends à faire, c'est mettre leur énergie au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes quantités. Ouais, Et en ouais. fait, c'est le plus important, quoi. Et puis, tu as parlé aussi donc du sommeil. Donc là, c'est Mm. encore un autre sujet qu'on pourrait ouvrir. Bon, là, on n'a pas, voilà, on va bientôt arriver à la fin. Mais moi, ce que j'entends, c'est écoute ton corps là-dedans. Toujours, Parce que oui, toujours. et ça, c'est aussi tout un apprentissage. On est bien d'accord. On est On bien est bien d'accord d'accord. parce qu'on est déconnecté de ça dès l'enfance, en fait, quel que soit Ouais, notre ouais, type. Mais ouais. on est vraiment déconnecté de tout ça bon, on est déconnecté de là pour se connecter sur les injonctions, en fait. Il faut, Voilà. tu dois, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, en fait. Je crois On que c'est fait la pire pipi à l'heure phrase de du la monde. récréation et Exactement, exactement. On se pas lève pas quand en on mange. classe, on doit avoir suffisamment de concentration et d'énergie pour être non seulement 100% pendant les heures de cours quand on est à l'école, mais aussi 100% après quand on nous donne des devoirs. Et puis Mm. même par exemple ça aussi, mon fils, il est générateur. Ouais, Générateur, il a besoin de, pour se régénérer, ouais, contrairement à d'autres types, il n'a pas forcément besoin de dormir ou de faire la sieste. Il a besoin de ouais, faire quelque chose qui le fait kiffer. ouais, Et on est élevé en disant à nos enfants, et on élève nos enfants en disant, quand tu rentres de l'école, c'est d'abord les devoirs et après tu vas jouer. Pour un générateur, c'est tout l'inverse. Et pour les autres, donc un générateur ou un manifesting générateur, c'est tout l'inverse. Donc c'est d'abord fais ce qui te fait kiffer et ensuite fais tes devoirs parce que ce qui te fait kiffer te redonne de l'énergie. Et mm, pour ceux qui n'ont pas de sacral, donc d'énergie sacrale définie, donc un projecteur, un manifesteur ou un réflecteur, là c'est repos. Quand tu rentres de l'école, repos et ensuite devoirs. Mais on est tellement habitué à leur faire faire d'abord leurs devoirs, c'est tellement épuisant pour eux, quoi. ouais, 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 ouais. Moi, je vivais ça avec mon fils projecteur. Oh là là, ouais. C'était un truc hein, aussi. C'est Hein. ça. Donc j'ai deux petites questions. On va finir avec deux questions. Yes. Laquelle je vais prendre en premier? La première, alors justement, comme on parle de kiff, eh bien, j'ai envie de te poser la question, quel est ton grand kiff? Qu'est-ce que tu aimes faire ou une de tes passions en dehors, on va parler d'obsessionnel, en dehors du business, en dehors de ton entreprise, du human design, etc. Je vais être 100% transparente avec toi. Aujourd'hui, je n'en ai plus aucune, tellement je kiffe ce que je fais. Et donc, ma grosse, 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 grosse passion, plus que mon business, c'est vraiment le human design. C'est un truc qui me Ok. bouffe le cerveau. Mais encore une fois, je suis 100% consciente que c'est un truc obsessionnel. Et ça fait partie du chemin que je te disais que j'étais encore en chemin sur certaines choses. Ouais. Mais j'ai eu, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai fait 20 ans de scène, j'ai été chanteuse, choriste, coach vocal. Pendant 20 ans, j'ai eu la chance de travailler avec Goldman, avec Patricia Cass, et pendant 20 ans, c'était ça. Hmm. 10 ans avant, je montais à cheval, je pensais en faire un métier, c'était que là-dedans. J'ai raté une année scolaire juste parce que je passais mon temps donc, je fonctionne comme ça. Ouais. Et donc, je sais qu'il y a encore des choses à aller creuser là-dedans. Ouais. Mais donc, en vrai, pour être Non. 100% transparente avec toi aujourd'hui, je suis une ermite, c'est-à-dire que je ne bouge pas de chez moi, je fais livrer mes courses. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai tissées autour de moi, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens bien. Ouais. Et donc, je mets pas beaucoup le nez dehors. Voilà. Ok, cool. Merci de te livrer comme ça. Alors justement, la dernière question, j'ai bien fait de le mettre dans ce sens-là. Donc 5 ans, si ce que tu fais prend de l'ampleur, etc. Et puis aussi la neurotypie inclusive, tu vois, je le vois vraiment comme presque un label. J'adore. Mais bon, je te donne des pistes déjà. À quoi ressemble justement l'accompagnement avec ça en France? Qu'est- Qu'est-ce, Waouh. qu'est-ce que tu vois, quoi? Moi, ce que je vois deux choses. La première, c'est que je me vois, alors je dis que je ne sors pas beaucoup de chez moi, mais s'il y a bien un truc que je kiffe faire quand je sors de chez moi, c'est faire des conférences. Ça, Ouais. alors ça, et c'est marrant parce que ça reste de la scène.
J'ai fait de la Et- scène pendant 20 ans et ça reste de la scène. ouais, Donc je me vois déjà aller en parler partout où c'est possible. ouais, Et pour ce qui est de l'accompagnement de manière générale, le rendre neuro-inclusif, ben, j'espère vraiment que les profilers identitaires que je suis en train de former vont pouvoir, puisqu'ils ont tous des cadres de travail, des spécialités, des clients idéaux différents, ben, j'espère que ça va faire des petits en fait. Et que ça va faire des effectivement, de plus petits. en plus, on pourra, quelle que soit notre neuroatypie ou vibroatypie, en tout cas, quels que soient nos défis, Ouais, d'apprentissage, on va dire ça comme ouais, ça, ouais, on puisse se sentir chez soi et à la hauteur dans ouais. tous les accompagnements dans lesquels on rentrera en fait. Ouais, ouais, merci de dire ça. Et moi, du coup, j'ai envie de rajouter à ça, parce que j'ai eu pas mal de difficultés avec mes enfants. J'en ai retiré un de l'école, l'autre plus ou moins. On a fait l'école à la maison. Après, ils ont été, enfin, il y en a un qui a été réintégré, mais pas parce que HPI aussi, et puis que ça correspondait pas du tout. Et en fait, j'ai eu le courage de faire ça. Hmm. Et très peu de gens le font. Et en fait, les enfants, les ados sont en souffrance parce Beaucoup. qu'on comprend pas ça. Donc, moi, je rajouterais, voilà, j'aimerais bien aussi que nos enfants, les adolescents, et ben, puis les jeunes enfants, mais je dirais particulièrement les adolescents, parce que je pense qu'il y a plus de pression sur eux encore, et ben, puissent avoir un enseignement qui les inclut totalement avec leur neuroatypie. Moi, j'adorerais cette idée-là, d'autant plus que le human design au départ, sans même parler neuro, mais juste déjà en termes de fonctionnement, quelle est la taille Ouais, de ma batterie, comment je fais, comme on disait tout à l'heure, les devoirs avant, après, est-ce que je peux me reposer, est-ce que machin. ouais, Euh, Le human design, au départ, il a été créé pour ça, pour les enfants. Et donc oui, les adolescents ont une certaine pression, mais finalement, si dès la naissance, parents et enfants, enfin aujourd'hui c'est les parents, mais avec le temps, les ouais. enfants, s'ils savent déjà tout ça, élever nos enfants au plus juste de leur nature profonde, effectivement, je te rejoins, ce serait vraiment un gros kiff. Et tu disais, tu as eu le courage de déscolariser, enfin en tout cas de le scolariser à la maison, j'allais dire de déscolariser, mais en tout cas de scolariser un enfant à la maison. Et il y a peu de gens qui le font. Et en plus, au-delà du courage qu'il faut quand on est une maman, parce que c'est énormément d'énergie Solo. et énormément de regard de l'autre, j'imagine, Oui, euh, puis maman solo aussi, tu et vois. maman solo, c'est aussi, enfin, alors, le système vous simplifie pas la vie, je dis vous, parce que moi, il est à l'UNIF, ça y est, il est content de ce qu'il fait pour l'instant, ça se passe bien, on verra bien, mais je sais que pour faire l'enseignement à la maison, c'est un parcours du combattant, en fait. Ah oui, oui, Et donc ça aussi, il pourrait simplifier les choses. Si on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, simplifions la vie des parents qui veulent faire au mieux pour leurs enfants, quoi. ouais, ouais. Merci, Ness. Merci à toi. C'était un régal. Je trouve que c'était très, très riche. Il y a plein de pistes à explorer, plein d'infos. On te retrouve donc sur ton profil Instagram, c'est ça? Sur mon profil Instagram, oui, Human Design by Ness. Ouais, on va mettre ça en dessous. Et merci beaucoup. Et je te dis ben, à bientôt pour voir ton évolution et l'évolution du monde neuroatypique. Ouais, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu partages. Et merci pour l'invitation. Et Ciao, à tout ciao. bientôt. À bientôt. Ciao.